Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres sommaires de cette édition. Infrastructure routière, la finition des travaux de la voie Y4 et une partie du 4e pont est annoncée pour la fin décembre 2023. Des voies qui seront remises dès la remise des travaux ouvertes à la circulation, donc à fin décembre 2023. Une avancée constatée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé au cours d'une visite de chantier. La chaire UNESCO forme des experts en ingénierie du genre pour la 6e promotion. Ce sont 71 auditeurs qui sont présentés après 9 mois de formation. Une formation actée par une certification présentée dans la suite de ce journal. Et puis à l'international, il est attendu du Conseil de sécurité de l'ONU un nouveau vote, un vote qui était prévu hier mais qui a été reporté officiellement ce mardi matin pour permettre de poursuivre les négociations et éviter une nouvelle impasse 10 jours après un veto américain bloquant l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Bienvenue à tous. Nous sommes à 25 jours de l'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire et les infrastructures sont prêtes pour faire de cette compétition la plus belle de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique d'ailleurs. Et au niveau des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, la finition des travaux de la voie Y4 et une partie du 4e pont est annoncée pour la fin décembre 2023. Ces voies devraient être ouvertes à la circulation à cette même période et le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pu constater l'avancée des travaux au cours d'une visite de chantier rapportée par Abdoulaye Koné. À quelques semaines de la livraison programmée de la Y4 et du 4e pont d'Abidjan, le Premier ministre s'est rendu sur les différents chantiers. Robert Begré-Mambé et sa délégation sont venus voir de près les dernières finitions. Ce premier tronçon sera utilisable pour la circulation à la fin du mois de décembre, de Bingerville jusqu'à la route d'Alépé. Bonne nouvelle également pour le 4e pont. Là aussi, les travaux sont quasi terminés. On va ouvrir cette zone dès que le président aura donné son accord pour que de Yopougon au plateau, on puisse circuler tranquillement. Il restera à résoudre un petit tronçon dans le village d'Ayamessa. C'est un problème qu'on va régler le plus rapidement possible. Sur le 4e pont, il y a une zone qui sera réservée aux bus rapides qui vont relier Benjerville à Yopougon en 45 minutes au lieu de 2 ou 3 heures comme c'est le cas aujourd'hui. La fréquence des pluies de ces dernières semaines sur Abidjan aura ralenti quelque peu la finition des ouvrages, des chantiers qui seront tout de même livrés dans les délais. Comptez sur nous, la pression est là en permanence. Et nous avons des hommes et des femmes sur le terrain qui ne reculent pas. Le ministère en charge de ces questions, ayant pris conscience de l'urgence de l'achèvement de ces travaux, a mis le paquet ces dernières semaines et nous pensons qu'à la fin du mois de décembre, ces 2 grandes voies de circulation seront offertes à la population. Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis à chaque étape par les maires des communes d'Anyama et de Yopougon. Robert Begré-Mambé a également discuté sans langue de bois avec les petites mains dédiées à la réalisation de ces gros ouvrages. Pour les motiver à travailler sans relâche, il leur a fait des dons en numéraire. Bien avant la CAN 2023, l'activité parlementaire se poursuit pour préparer l'année 2024. Et à Yamoussoukro, le Sénat a statué sur 5 projets de loi, tous adoptés à l'unanimité. Au nombre de ces textes figure le projet de loi de finances portant budget de l'État pour 2024. Et il s'élève à plus de 13 720 milliards de francs CFA. Une séance plénière que résume Herman Guivet. Délibération du Sénat sur 5 projets de loi. Fondation Houphouët-Boigny Yamoussoukro. La présidente de l'institution, Candia Camara, supervise les travaux. Successivement, 5 textes à l'ordre du jour sont examinés. Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023, celui portant procédure des recettes non fiscales, celui portant ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et des garanties accordées par l'État pour l'année 2022. Le projet de loi de finances portant règlement de l'État pour l'année 2022. Enfin, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Les 4 précédents projets sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents. Pour celui concernant le budget de l'État,
Pour l'année 2024, recours est fait au scrutin public à la tribune, comme le stipule l'article 87, alinéa 3 du règlement. Appelés individuellement, les sénateurs exercent leur droit de vote, place au dépouillement, puis au résultat. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Pour rappel, le projet de loi de finances portant budget de l'État 2024 s'équilibre globalement en ressources et en charges à plus de 13 720,7 milliards de francs CFA. La présidente de l'institution, Candia Camara, se réjouit de l'aboutissement de ces travaux. Les sénateurs, à l'unanimité, ont voté les 5 projets de loi. À travers ce vote, notre institution donne son quitus au gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social pour le bonheur des populations. Toutes nos admirations au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, au vice-président, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce que nous souhaitons au niveau du Sénat, c'est le relèvement des budgets des collectivités territoriales, car nous pensons que cela va permettre justement aux élus locaux de prendre en charge les préoccupations de leur population, d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de rendre les Ivoiriens encore plus heureux. Les sénateurs se retrouveront ce mardi 19 décembre 2023 dans le cadre de la cérémonie de clôture marquant la fin de la 2e session ordinaire de l'institution. Et l'année 2024 annonce de grandes perspectives, même dans le cadre des engagements pour la promotion du genre. Et la chaire UNESCO forme des experts en ingénierie du genre pour la 6e promotion. Ce sont 71 auditeurs qui sont présentés après 9 mois de formation. Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji nous montrent ces nouveaux experts. 71 auditeurs reçoivent officiellement leur certificat après 9 mois de formation, dans 80% en ligne, sur les questions liées au genre. Ces nouveaux diplômés, composés de 20 hommes et de 51 femmes, formés par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, deviennent désormais des experts en ingénierie du genre. On a formé une famille avec les membres de la promotion, nous avons appris ensemble et aujourd'hui nous pouvons être fiers d'être déclarés expertes ou experts en genre et en développement. Des cours sur le leadership nous a permis de comprendre l'importance du genre en termes d'analyse dans le champ pédagogique et universitaire. Euphrasie Yao a félicité les élus du jour avant de leur rappeler leur engagement. On a des experts qui sont formés, qui ont des outils, qui comprennent le développement, qui savent détecter les discriminations et les corriger. C'est ça qui est important. C'est-à-dire ce qu'il a appris, il va contribuer à développer sa structure, il va contribuer à mieux gérer sa famille, il va contribuer à gérer la communauté et donc aider la Côte d'Ivoire à occuper le poste de premier pays africain parce qu'on a des experts. Diaby Makani, prenant la parole au nom de la marraine de la cérémonie, Candia Camara, a exhorté ses experts à prendre en compte la notion du genre dans leurs entreprises. Le président de la République, qui a une vision du genre pour la Côte d'Ivoire, montre le leadership féminin, montre la valeur féminine au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau socio-politique, professionnel. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de la marraine, Candia Camara, venue soutenir les fileux de la 6e promotion de la chaire UNESCO en ingénierie du genre. Voilà donc un capital humain qui s'accroît pour réduire davantage les inégalités de genre dans le monde. Et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale forme à cet effet les femmes en matière de protection sociale et également au travail de soins intensifs. Ahmed Traoré et Issa Chonoyeo nous en disent davantage. L'objectif principal de ce séminaire est de promouvoir les enjeux des politiques de protection sociale sensibles au genre et d'économie de soins équitables et égalitaires. Il vise également à renforcer les capacités institutionnelles dans la mise en œuvre d'initiatives politiques et pragmatiques sur la protection sociale.
Ce, pour faciliter la reconnaissance, la réduction et la redistribution des soins non rémunérés à l'horizon 2025. Il s'agit pour le président de la République et son gouvernement de réaliser un droit fondamental reconnu sur le plan international et régional, celui de répondre à l'engagement pris dans le cadre de l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté. Cette ambition, inscrite dans les plans nationaux de développement, s'est traduite par le renforcement du système de protection sociale ivoirien qui garantit désormais aux populations résidant en Côte d'Ivoire, notamment les plus vulnérables, des instruments de solidarité et de sécurité sociale protecteurs. Durant cette rencontre du donner et du recevoir, l'on a utilisé une méthodologie participative avec la possibilité d'intervention en ligne par visioconférence, de partage des exemples et expériences de bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été au rendez-vous. Rendons-nous à présent à Amwa City. C'est à Ndoussi, à un peu plus de 110 km d'Abidjan. Il se trouve là le centre touristique et culturel qui bénéficiera d'un appui du ministère de l'Agriculture, notamment dans le domaine de l'agriculture. Ce centre s'étend sur 15 hectares. C'est un espace propice pour contribuer aux objectifs de développement agricole dans la vision de la sécurité alimentaire dans notre pays. Davy Soyo et Jean-Marc Djadji. Logé à 2 km de la ville de Ndoussi, Amwa City lance officiellement ses activités. Ce centre touristique et culturel est un lieu où éducation, nature, développement et agriculture se conjuguent. Une idée du professeur Amwa Urbain Kouadio, écrivain, enseignant-chercheur, ambassadeur de la chaire UNESCO pour la paix et libre penseur. Il est clair que nous ne pouvons pas avancer dans ce pays si nous ne créons pas des espaces pour permettre aux personnes en situation de handicap, aux femmes, aux jeunes, d'avoir un espace d'autoréalisation, mais également à tous les directeurs centraux, à tout le monde, de s'épanouir. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, parrain de l'activité, entend collaborer avec les responsables d'Amwa City, principalement dans le domaine de l'agriculture. Le Japon, dans le cadre de la sécurité alimentaire, vient d'octroyer à mon ministère 75 milliards de francs CFA. Et depuis un moment, nous avons commencé à exécuter ce projet qui va faire que la donne va changer dans le domaine des productions vivrières. Mon ministère se tient donc à tes côtés pour développer ce secteur d'activité qui va non seulement permettre aux jeunes d'avoir du travail, mais aussi aux populations de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Un rapport du panel des partenaires de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la restauration du couvert forestier est remis au ministre d'État. Une visite du site a précédé le démarrage du lancement des activités d'Amwa City. Et parmi les objectifs de développement de notre pays, le développement des infrastructures routières et également de toutes les infrastructures en Côte d'Ivoire occupe une place de choix. Et la main-d'œuvre est mise à la formation. À l'INPHB de Yamoussoukro, par exemple, 24 étudiants obtiennent leur master professionnel en management des grands projets de construction. Un diplôme reçu après 12 mois passés à l'université et également en entreprise. Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji. Ils sont 24 étudiants. Ils viennent d'être distingués après 12 mois de formation théorique et pratique à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et dans une entreprise de bâtiments et travaux publics. Ces étudiants sont désormais diplômés en master professionnel en management des grands projets de construction. Eh bien, ce diplôme est pour moi un plus, vu que je vais passer à un niveau Bac plus 6. En plus de ce diplôme et mes expériences professionnelles déjà acquises, je me vois d'ici 2 à 3 années chef de projet sur un projet d'envergure en Côte d'Ivoire. Ce master vise à doter ces jeunes ingénieurs de compétences techniques avancées, mais également à développer des qualités essentielles telles que le leadership, la rigueur et la capacité à travailler en équipe. Nous sommes très reconnaissants de la part du groupe PFO et de l'INPHB qui nous ont permis de suivre ce programme. Nous sommes très satisfaits de ce programme et nous avons été très bien accueillis en entreprise par nos différents responsables.
Le directeur général de l'INPHB, Moussa Diaby, se dit satisfait de cette célébration du mérite. Une formation parsemée de visites à travers plusieurs chantiers, notamment le parc d'Akwedo, le site d'aménagement du rond-point de la mairie d'Abobo et le chantier du parc d'exposition d'Abidjan. Cette performance des étudiants fut saluée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. C'est le symbole, n'est-ce pas, de l'engagement du groupe PFO en Côte d'Ivoire. C'est également le symbole de l'excellence du système éducatif ivoirien. Et c'est enfin le symbole, n'est-ce pas, de l'adéquation entre les formations et les demandes du marché du travail. On sera exigeant qu'ils démontrent qu'ils ont appris un métier, qu'ils aiment ce métier et qu'ils le pratiquent avec amour et avec passion. Cette cérémonie a pris fin par la passation de flambeau à la 5e promotion. Et à présent, découvrons un projet inédit qui renforce les capacités des services publics sur notre continent. Il s'agit du projet e-Policy. C'est un outil qui vient promouvoir le conseil scientifique auprès des pouvoirs publics en Afrique. Le développement de Olivier Kra et Godefroy Okambawa. Après la phase 1 qui s'est tenue à Dakar, cette deuxième rencontre est l'occasion pour les initiateurs du projet e-Policy d'ouvrir le débat sur les stratégies de rapprochement entre les dirigeants des États africains et leur population. Notre devoir, c'est amener toutes les connaissances africaines à regrouper leurs synergies pour aider nos gouvernements sur les politiques publiques en cours votées à l'Assemblée nationale, et ceci annuellement. La plus-value, ça va être le fait de leur faire échanger, qu'ils parlent ensemble, qu'ils échangent ensemble sur des solutions holistiques pour adresser les mêmes problèmes afin d'avoir beaucoup plus d'efficience et d'impact au niveau des populations. Cette rencontre a réuni des experts de tout genre qui ont mené des réflexions sur des méthodes de communication simples et accessibles entre décideurs et populations. Cette hypothèse appelle la mise en place de mesures correctrices qui ne se limiteront pas, selon nous, à des rapports entre producteurs et demandeurs, mais à la constitution complète d'un système de production et de consommation durable et à l'appel à l'intelligence économique pour accroître notre compétitivité. Initiée en 2022 à Dakar par l'UNESCO, la plateforme e-Policy est composée de 1500 experts de 25 pays d'Afrique et de la diaspora. À présent, parlons d'une action correctrice au chômage. 150 jeunes de la région du Poro sont formés à Mbayakro, au centre de coordination, suivi et réinsertion de Mbayakro. Ils seront formés aux notions de civisme en vue de leur réinsertion socio-professionnelle, en maçonnerie, en électricité, en construction métallique et même en pâtisserie. C'est un projet du Conseil régional du Poro. Le point de Ami Sissoko. Vous avez vos sacs là. Si vous pouvez changer les pantalons trop, voilà, je vois ça, c'est pas joli à voir. 150 jeunes de la région du Poro, dont 15 filles, en route pour le centre de coordination, suivi et réinsertion de Wuokokro, à 8 km de Mbayakro dans le Gbeke. Ils seront formés aux notions de civisme en vue d'une préparation à l'emploi. Une formation civique qui peut nous permettre de nous restituer dans la vie et prendre aussi conscience comment aussi se tenir dans la vie avec nos prochains. J'aimais le bâtiment depuis fort longtemps. Voilà, donc quand je suis arrivé en classe de 4e, j'ai voulu être formé professionnellement puisque je n'avais pas les moyens et aujourd'hui l'État a mis à la disposition des jeunes. Donc nous remercions vraiment l'État. Le recrutement de ces jeunes déscolarisés a été fait sur base de volontariat dans les 4 départements du Poro, Korogo, Sinematiali, Dikodoué, Mbengue, avec l'appui des maires. Un projet du Conseil régional du Poro, à sa tête le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. C'est dans le cadre de sa politique de renforcement de capacité de la jeunesse du Poro et de la lutte contre le chômage, selon le directeur du développement et de la planification du Conseil régional. À la fin, c'est des jeunes gens qu'on va former au métier de maçonnerie, d'électricité, de plomberie. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que ces jeunes gens-là, quand on va les mettre en activité, ils auront la conscience qu'ils ont été appelés pour être formés et accompagner le développement de la région. C'est pour ça que
l'idée d'aller les former pour leur donner le savoir-vivre en communauté, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire dans son ensemble, comment respecter ces éléments-là, c'est ce qu'on veut leur inculquer avant qu'ils ne soient formés pour venir sur le terrain. Ces jeunes sont entièrement pris en charge par le projet. Après 2 semaines de formation au civisme, ils seront mis en stage pratique par vague sur toute l'étendue du territoire. Et ce, à partir de janvier 2024 pour une durée de 6 mois. D'autres vagues suivront. Et sur le même thème de l'emploi, les experts africains en ressources humaines font tourner les notions des ressources humaines à 360 degrés au cours d'un premier congrès qui s'est tenu ici à Abidjan, un congrès sur le développement du capital humain, le marché de l'emploi ou encore les défis et enjeux de leur secteur d'activité. Juliette Ouéa nous en dit plus. Les entreprises publiques ou privées sont en perpétuelle mutation. Elles doivent donc être inventives et innover, notamment sur la question de l'employabilité et la préparation des métiers de demain. C'est pour atteindre cet objectif que des experts ivoiriens et africains en ressources humaines se réunissent à Abidjan. 2 jours de travaux portant sur le thème « Développement du capital humain, le marché de l'emploi, enjeux et défis ». Aujourd'hui, la formation professionnelle et l'insertion sont des piliers majeurs, des piliers catalyseurs de la professionnalisation des métiers. Je retiens qu'on a besoin de travailler ensemble à définir un référentiel métier en Côte d'Ivoire qui va permettre à la fois une orientation des jeunes, qui va permettre aussi de mieux affiner notre politique d'insertion en Côte d'Ivoire. On crée des talents parce qu'on a compris l'importance et le rôle de la formation et du développement du capital humain. Prends quelqu'un, il rentre avec un niveau, vous lui donnez l'expertise nécessaire, c'est sûr que cette personne va briller. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le métier que nous menons. Est-ce que les personnes qui sortent aujourd'hui remplissent bien les postes ou on doit les former après? Eh bien oui, on va les former après. On va essayer de faire un référentiel métier, un référentiel africain métier. Le RH 360 degrés est le tout premier congrès organisé par des experts ivoiriens et africains en ressources humaines. Dans une entreprise, l'expert en ressources humaines a pour mission, entre autres, d'élaborer la stratégie de recrutement du personnel, d'organiser le temps de travail et de gérer les absences. Rendons-nous à présent dans la Maraoué où un coordonnateur régional du mouvement citoyen Génération Gagnante est investi dans ses fonctions. Nous Sangaré et Jean-Marc Djadji. Il est désormais le coordonnateur régional du mouvement citoyen Génération Gagnante dans la Maraoué. Ahmed Ouedraogo a été investi dans ses attributs par le président national du dit mouvement. Contribuer à la formation démocratique des masses, promouvoir l'engagement citoyen et développer les valeurs républicaines et l'éthique politique. Ce sont entre autres les objectifs fixés au nouveau coordonnateur régional de Génération Gagnante dans cette partie du pays. Nous venons d'investir quelqu'un qui aura pour mission d'installer notre base sur l'ensemble de la région. Son rôle, c'est de créer la concorde entre les citoyens qui vivent ici, conformément également aux attentes du président de la République, aux attentes du Premier ministre. Notre mission, c'est d'accompagner le gouvernement dans ses actions, le gouvernement dans ses bonnes actions. Mais notre rôle aussi, c'est à un certain moment aussi de pouvoir dire au gouvernement « Ah, dans tel endroit, nous devons pouvoir faire attention ». Pour relever ces défis, Ahmed Ouedraogo veut compter sur le soutien des filles et fils de la Maraoué, car selon lui, l'action citoyenne doit être au-dessus de l'action politique. Parmi ces objectifs à atteindre, le social et surtout faire la promotion de la bonne gouvernance et faire en sorte que chacun ait un bon esprit, à savoir l'esprit de saluer ce qui est bien fait. Quand ton pays gagne, tu gagnes. Créé en décembre 2017, Génération Gagnante est un mouvement citoyen constitué de hauts cadres de l'administration publique et privée, d'élus, d'hommes d'affaires et de leaders de la société civile. Dans la commune d'Abobo, un bâtiment dénommé Case de Paix, d'une valeur de 14 millions de francs CFA, est offert à la population d'Anokwakouté. C'est l'œuvre d'une ONG, l'ONG Indigo et Interpeace, en partenariat avec l'Union européenne. L'utilité donc de cette bâtisse nous est expliquée dans cet élément que rapportent Chris Diomandé et Walter Amadou Ouattara.
Un bâtiment flambant neuf, dénommé Case de paix, d'une valeur de 14 millions de francs CFA, offert aux populations d'Anokwa-Kunté dans la commune d'Abobo. Une initiative de l'ONG Indigo et l'Organisation internationale de consolidation de la paix Inter-PIS. Elle vise à renforcer la cohésion entre les autochtones et les communautés vivant à Abobo. Cet édifice constitue pour nous une infrastructure physique de paix. Parce que dans le cadre du projet, il est prévu que l'approche que nous mettons en avant, c'est le dialogue et aussi la collaboration. Ce n'est qu'un début parce que j'espère vraiment qu'on pourra porter à l'échelle ce que nous avons accompli dans le cadre de ces projets et pouvoir l'étendre encore à plus de communautés à Abidjan, mais aussi au-delà du district d'Abidjan. Cet édifice, construit sur une superficie de 600 mètres carrés, entièrement équipé, va contribuer au règlement des litiges. Cela vient favoriser également le développement d'une culture de dialogue et une bonne collaboration citoyenne dans le district autonome d'Abidjan. Je pense qu'il est essentiel en fait de travailler tous ensemble pour consolider la paix et créer encore plus, renforcer ces liens d'amitié, de solidarité. Cet édifice permettra de rassembler toutes les couches sociales. Et toute la population ici présente en Anokwa-Kunté, aussi bien nos frères qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, pour que la cohésion dont on parle soit une réalité. L'ONG Indigo et Inter-PIS entendent multiplier les actions de cette envergure dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire en vue d'aider la population à multiplier le vivre ensemble, gage d'une paix durable dans le pays. Et les organisations non gouvernementales travaillent à renforcer les actions du gouvernement ivoirien déjà mises en place pour le bien-être des populations. Et pour ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants, la structure SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire mène plusieurs actions que nous rapportent Olivier Kra et Godefroy Kambawa. Ils sont majoritairement jeunes et leur âge est compris entre 13 et 22 ans. Ces filles et garçons formés à SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire participent à la rencontre sur la capitalisation autour du projet de la lutte contre le travail des enfants après 3 années d'exécution. C'était un projet uniquement pour les jeunes filles. Maintenant, c'est un projet pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui consiste donc à contribuer à la lutte contre le travail des enfants et particulièrement à la lutte contre le travail et à l'exploitation des jeunes filles. J'aimerais dire merci d'abord à les gens de SOS Village d'enfants d'Abobo. Avant, je pensais que c'était fini pour moi. Je dis que non, je n'ai plus d'espoir puisqu'il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Mais ils m'ont montré que non, c'est le contraire. Aujourd'hui, je suis une pâtisserie, je fais la pâtisserie. En tout cas, je voudrais dire merci à les gens de SOS. Représentant le directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle, François Assounan salue l'initiative du projet SOS Village qui vient accompagner le gouvernement dans l'insertion professionnelle des jeunes. Nous sommes là pour accompagner, pour comprendre et puis accompagner les SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire dans leur mission. La qualité de la prise en charge constitue une dimension capitale dans la mission de SOS Village d'enfants. 650 jeunes filles et garçons sont pris en compte dans le cadre de ce projet. À présent, un événement, les Journées nationales de la qualité. Elles sont à leur 10e édition. Cette édition avait pour objectif de contribuer à la valorisation, la promotion et également au positionnement et le développement stratégique de la qualité dans tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. Jean-Michel Quasio et Dangui Dangui. Dans le monde, 600 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Selon une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé en 2020, en Côte d'Ivoire, pour éradiquer ce phénomène, qualiticiens, auditeurs, entreprises publiques se sont réunis durant 2 jours à l'occasion de la 10e édition des Journées nationales de la qualité. En ligne de mire, l'amélioration des produits et services locaux. Au travers de tous les panels qui seront réalisés sur le domaine de la santé, de pouvoir donc rédiger des actes qui seront proposés à nos autorités gouvernementales pour pouvoir contribuer à la politique de développement de notre pays. Des recommandations ont été faites à l'issue de ces assises. Nous recommandons d'accorder à l'APQCI le statut d'association d'utilité publique, d'accorder un appui réglementaire et financier dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire national de la qualité, sécurité et environnement. Il apparaît plus que nécessaire
pour les décideurs politiques et les opérateurs économiques, producteurs, commerçants, transporteurs, industriels, de s'engager dans la démarche qualité. Je voudrais adresser encore mes félicitations et encouragements à l'endroit de l'Association des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire pour leur engagement à la promotion de la qualité. L'Association des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire a pour mission de contribuer à la valorisation, la promotion, au positionnement et au développement stratégique de la qualité dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières, un nouveau vote est attendu du Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote prévu hier a été reporté officiellement à ce mardi matin pour permettre de poursuivre les négociations et éviter une nouvelle impasse 10 jours après un veto américain. Les États-Unis, on le rappelle, avaient bloqué l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses frappes meurtrières en représailles à l'attaque sanglante sans précédent du Hamas le 7 octobre dernier. Et c'est le dernier mot de ce journal. Merci de nous avoir suivis. La prochaine édition d'information, donc le prochain journal sur RTI 1 est à 20h avec Fatou Fofana Kamara. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.